Bonjour à tous. Je déclare la Commission de l'aménagement du territoire ouverte ayant le quorum. Alors, je vous rappelle que la Commission est réunie cet après-midi afin de procéder à l'étude du volet sport, loisirs et plein air des crédits budgétaires du portefeuille éducation pour l'exercice financier 2025-2026. Une enveloppe de 1 heure est allouée à l'étude des crédits. Alors, est-ce que nous avons des remplaçants? Oui, Monsieur le Président, Mme Blais, Abitibi-Ouest, est remplacée par M. Caron Portneuf et Mme Labrie-Sherbrooke par M. Marisol Rosemont. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle que nous avons des échanges d'ordre général et des temps alloués à chaque groupe parlementaire. Alors, c'est 1 heure au maximum. Et nous débutons avec le côté ministériel pour un temps alloué de 6 minutes 35. Alors, Madame la ministre, vous avez combien de temps, monsieur? Ah, OK. Oui, OK, excusez-moi. Non, excusez-moi, j'étais pas à la bonne place sur ma feuille. On s'excuse. Il y avait chaud. Alors, excusez-moi, c'est monsieur le type de Jacques Cartier, monsieur, vous avez 17 minutes et 44 secondes. Voilà. Là, on est à la bonne place. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde, bonjour Madame la Ministre, bonjour à l'équipe ministérielle et tous les fonctionnaires. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je veux parler aujourd'hui de l'hockey. Go Habs, go! Je sais que le gouvernement a adopté un projet de loi que le sport national, c'est le hockey. C'est bien beau, là. C'est un bon message. Mais présentement, Monsieur le Président, pour une famille de la classe moyenne, des classes de travailleurs, de payer pour les enfants de jouer au hockey, c'est moins 5. Alors, Madame la Ministre, il y a eu un rapport, il y a eu des recommandations. Qu'est-ce que votre gouvernement a fait pour aider des familles de s'assurer que leurs jeunes enfants peuvent jouer au hockey jusqu'à l'âge d'être une petite, quelqu'un qui sort de l'école secondaire et quand même rentre en cégep et université? Bonjour, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut s'adresser directement? Oui. Si ça se fait dans l'ordre, puis aussi, je vous rappelle de respecter le temps question-réponse pour être juste pour tout le monde. Parfait. Alors, à mon tour de saluer tout le monde, le député Jacques Cartier, heureuse de vous avoir ici aujourd'hui. Je salue aussi mes équipes qui sont avec moi pour cet bel exercice. Bon, évidemment, le comité hockey, en fait, le projet de loi pour reconnaître le hockey comme un sport national a été adopté dernièrement. On se rappelle qu'il y avait eu le comité hockey, justement, en 2021. 21, et plusieurs recommandations qui émanaient de ce rapport-là. Plusieurs choses ont été faites, et là, je vais vous parler juste en matière d'accessibilité. On se rappelle qu'il y a eu une enveloppe de 300 millions pour le PAFIRSPA. De cette enveloppe-là, il y a 90 millions qui a été investi dans des infrastructures des patinoires, des glaces couvertes ou des patinoires. Donc, presque le tiers de l'enveloppe a été consenti justement pour ce sport-là qui est important. Ensuite, il y a eu des sommes importantes qui ont été octroyées via l'initiative Circonflex qui fait du prêt d'équipement gratuit. Donc, les familles peuvent avoir accès à des patins, à des hockey, à l'équipement pour pouvoir jouer au hockey gratuitement. Puis ça, il y a des... puis ça, j'aurai sûrement l'occasion d'en reparler plus tard. Ensuite, on se souvient qu'il y a un soutien aussi pour les équipes, pas pour les équipes, mais pour les familles, pour les projets particuliers, les fameux PPP, donc 300 $ qui est redonné aux familles pour pouvoir avoir accès à ces programmes-là. On rappelle aussi le financement du parascolaire, donc que les élèves du secondaire peuvent avoir accès à des activités parascolaires gratuites. Donc, plusieurs choses qui ont été faites en termes d'accessibilité, puis évidemment qui visent aussi le hockey. Merci, Madame la Ministre. Avez-vous une idée, c'est quoi le coût moyen d'envoyer un enfant entre les âges de 5 et 8 ans de jouer une saison de hockey? Oui, absolument. J'ai un fils qui a joué au hockey. Je connais quand même pas pire le sport pour en avoir fait un peu aussi et pour être assez le nez dans mes dossiers. Mais malheureusement, il y a le hockey, mais il y a aussi tous les sports. Puis je pense que c'est important de cibler tous les sports. Puis il y a un coût pour les sports. C'est pour ça qu'on a mis des mesures en place pour favoriser l'accessibilité. Puis on a mis des mesures en place
pour développer des infrastructures, parce que ça aussi, c'est un manque criant. On a juste à voir le PAFIRSPA. On a eu pour 2,7 milliards de demandes, puis on avait une enveloppe de 300 millions. C'est pour ça qu'on a pu annoncer, à mon grand bonheur, une autre enveloppe de 300 millions parce qu'on a besoin d'infrastructures. Mais, Madame la ministre, comme maman d'un jeune joueur de hockey, vous dépensez combien d'argent chaque année environ pour Provis? Tu peux me donner une réponse générale, parce que ça peut changer d'une année à l'autre, mais c'est juste, je veux savoir si vous avez un chiffre en tête, puis aussi, et j'inclus tout l'équipement, le prix pour les équipements, le prix pour juste inscrire un enfant de jouer dans une ligue, tout ça. Est-ce que vous avez un chiffre? Est-ce que le ministère a un chiffre? Est-ce qu'ils ont évalué combien ça coûte pour une classe moyenne d'envoi de pays pour un enfant de jouer au hockey présentement? Bien, ça dépend de beaucoup de facteurs. Donc, il n'y a pas un prix moyen du coût du hockey. Ça dépend de quel calibre on joue, combien de fois par semaine. Bon, les équipements, ça va à tous les prix aussi. Là. Tu peux avoir des bâtons de hockey à 50 $ mais tu peux en avoir à 400 $ aussi. Donc, il y a vraiment de tous les coûts et bon, il y a plusieurs... Il y a plusieurs façons de le calculer, puis, mais encore une fois, ça peut dépendre, mais ça peut aller jusqu'à 4 000 $ par année pour un jeune pour pouvoir jouer au hockey dans différents programmes. Parfait, merci beaucoup. Et c'est vrai, une étude qui a été faite c'est de la RBC qui a regardé ça. Et c'est vrai qu'ils ont utilisé des chiffres de la GTA, la grande région de Toronto. Mais pour un jeune, et ça, c'est avec, oui, en termes des ligues autour de la région de Toronto, ça peut coûter environ 900 à 1000 pièces juste pour l'inscription pour un enfant. Mais pour un enfant de 5 à 8 ans, c'est environ 2000. Comme vous avez dit, pour quelqu'un de 9 à 12 ans, c'est environ 4000. Et pour quelqu'un qui est 13 à 16 ans, ça peut arriver juste à 7000. Alors, on parle de beaucoup de... C'est un chiffre énorme. Et je regarde mes collègues de l'autre côté qui aiment beaucoup le hockey, je sais ça, puis un très bon joueur de hockey en passant. Je me souviens le match qu'on a joué avec des journalistes. C'était ouais. Mais, Madame la ministre, la raison pourquoi j'ai posé des questions comme ça, c'est encore des coûts énormes. Et c'est bien beau de quand même parler directement le fait qu'on a adopté un projet de loi et de dire on a fait des investissements dans des arénas. On a des arénas partout au Québec et je vois ma collègue de Vaudreuil qui est parmi nous aujourd'hui qui, je pense, va probablement poser une question là-dessus. Mais investir dans l'infrastructure, c'est 100% nécessaire. Mais si on n'a pas beaucoup de jeunes joueurs qui sont capables de jouer au hockey, je pose des questions, bien, c'est pas que ça sert à quoi, mais comment on va rendre le hockey plus disponible pour tout le monde? Comment on va s'assurer que notre sport national est vraiment en bonne santé? Parce qu'on voit que les inscriptions pour le hockey commencent à baisser. Je pense arriver avec un petit peu d'un plateau. Mais quand même, de plus en plus, malheureusement, un sport qui n'est pas accessible pour beaucoup des familles québécoises. Et je trouve ça triste. Alors, est-ce que le gouvernement est en train de peut-être réfléchir à des programmes plus at large pour toutes les familles? Je comprends qu'il y a certains programmes qui sont plus précisés pour les familles défavorisées. Parfait, c'est bien beau. Mais comment on peut s'assurer que notre sport national est en bonne santé, Madame la ministre? Oui, Monsieur le député Jacques Cartier, je veux juste vous corriger sur la popularité du hockey. En fait, le nombre d'inscriptions est en croissance. Hein. Enfin, on a inversé j'ai les données, puis c'est 8,5 % d'augmentation du membership en hockey, puis c'est 31 % d'augmentation de membership chez les filles. Donc ça, c'était aussi une recommandation du rapport du comité hockey de faire en sorte de développer le hockey féminin. Alors, de constater qu'il y a une progression du hockey féminin, c'est encore une fois, je suis très fière de ça parce que vous savez à quel point le sport féminin m'est cher. Mais je nie pas qu'il y a des difficultés d'accessibilité. C'est pour ça que depuis que je suis en position, à peu près toutes les mesures que je mets en place, c'est pour favoriser l'accessibilité au sport, pour que tout le monde, que ce soit parce qu'ils ont des limitations financières, parce qu'ils ont des limitations physiques, parce qu'ils ont des limitations en termes de distance et tout ça. Donc, je rappelle les différentes mesures qu'on a mises en place, le parascolaire, le remboursement pour les programmes particuliers, les centrales d'équipement circonflexes, les infrastructures, plein d'autres choses qui sont mises en place, mais pour favoriser l'accessibilité. Mais c'est encore un défi, puis ça, j'en suis tout à fait consciente, puis on va continuer de travailler dans ce sens-là. Merci beaucoup, Madame la ministre.
combien des recommandations de le rapport de la comité sont présentement en place? Il y a 9 qui ont été faites. Combien sont présentement mis en place? Oui, bien, en fait, on va avoir un nouveau bilan. Là. À chaque année, on fait un bilan, mais je peux vous en nommer. Puis, il faut se souvenir aussi que c'est pas juste des recommandations qui s'adressaient au gouvernement. Il y a plein de choses qui visaient le milieu du hockey, mais il y a plein de choses. Bon, d'abord, l'adoption du projet de loi pour désigner le hockey comme sport national. On a eu le projet de loi, en fait, la loi 45 là, pour la sécurité et l'intégrité. Donc, ça fait partie aussi des recommandations. Ensuite, on a eu, je vous parlais tantôt du nombre d'inscriptions du hockey au Québec, 8,5 du côté masculin, 31,2 du côté féminin. Je vous ai parlé des projets particuliers, donc ça encore, c'est pour la notion d'accessibilité. Je vous ai parlé des infrastructures, ça aussi, ça fait partie des recommandations. Les bandes flex, on a financé à 7,4 millions les bandes flex, ça c'était dans le rapport comité hockey. Ensuite, il y a aussi des choses qui ont été faites en gouvernance. Il y a eu la réglementation sur les bagarres, puis ça, vous savez à quel point c'était cher à votre collègue de Marquette. On a eu l'embauche de coordonnateur pour le para-hockey. On a eu l'achat de luge en para-hockey. On a eu un projet pilote pour l'embauche de 4 conseillers techniques. J'en ai une page pleine, donc je pense que je vais empiéter sur votre temps. Alors, il y a plein de choses qui ont été faites, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous donner toutes les spécificités. Absolument. Puis encore, il y a 9. Je sais qu'une a été mise en place parce qu'on a adopté un projet de loi, mais quand même, toute l'information que vous pouvez déposer à la commission, ça va être apprécié pour s'assurer qu'on fait le suivi qui est nécessaire. Mais je veux passer des autres sujets parce qu'il n'y a pas juste l'hockey au Québec. Et juste une note, on termine comme ça. Moi, je veux voir qu'il y a plus des joueurs du Québec qui sont dans la Ligue nationale. Je suis tellement fier que Mike Matheson, c'est natif de Pointe-Claire, qui est dans mon circonscription. Alex Killorn, qui joue pour les Ducks d'Anaheim, vient de mon circonscription aussi. Et de Beaconsfield. Alors, je veux voir qu'il y a Marc-Edouard Vlasic, qui, je pense, a pris sa retraite récemment, mais un autre natif de Beaconsfield. Mais encore, en tout cas, on sait qu'on veut plus des joueurs québécois dans la Ligue nationale de hockey. C'est hyper important pour nous comme une nation. Mais s'il faut adresser à un certain moment ce coup-là, parce que d'être un joueur élite, on a parlé des moyennes, mais d'être un joueur élite, ça coûte très, très cher de payer pour un joueur d'avoir la réussite. Je pense que le chiffre que RBC a utilisé, ça peut coûter environ à une famille 50 000 $ dans la carrière d'un jeune athlète qui joue le hockey. Et ça, c'est énorme. C'est beaucoup d'argent. Mais on va passer à un autre sujet, Madame la ministre. C'est autour de le plan d'action que vous avez déposé. Puis je veux aller plus précisément. C'est pour les organisations sportives provinciales. On sait qu'eux autres demandent plus d'argent, plus des sommes pour s'assurer qu'eux autres sont capables de s'assurer que tous les différents sports sont en bonne santé. Puis, pour l'instant, eux autres sont un petit peu déçus avec la situation actuelle. Certaines choses qu'ils réclament, c'est que ça prend un financement prévisible et récurrent, une vraie stratégie nationale de promotion du sport et de l'activité physique, des mesures spécifiques pour l'accessibilité. Il y a certaines choses qui sont soulevées, et c'est sûr qu'ils parlent de la modernisation des infrastructures. C'est une chose que vous avez mentionnée, mais encore, il y a des inquiétudes concernant la situation dans votre budget pour s'assurer qu'on peut avoir un vrai succès de plan national, le succès de votre plan stratégique. Alors, je ne sais pas si vous avez des commentaires pour ces gens-là qui sont un peu inquiets des organisations sportives qui demandent plus de soutien accru. Oui, merci, Monsieur le député. Je vais juste vous montrer un petit tableau de l'évolution du budget du secteur du sport, du loisir et du plein air depuis qu'on est en poste. Alors ça, c'était le tableau. Puis en premier lieu, je dois vous dire que je suis probablement la plus grande avocate de défendre les dossiers de sport-loisir. Puis je pense que c'est pour ça qu'on a vu à quel point le milieu a été pris en charge depuis que je suis en poste, particulièrement durant la pandémie. Mais ceci étant dit, je vais l'illustrer ici. Donc ça, c'était le budget qui était octroyé du temps des libéraux. Donc ici, on a 103 millions. C'est allé à 141 millions. Et quand on est arrivé en poste, donc en 19-20,
ça a augmenté de façon considérable, de sorte que maintenant, on est rendu à 320 millions par année dans le budget du secteur du loisir et du sport, du loisir et du plein air. Donc, c'est une augmentation de 127 Donc, évidemment, il y a plusieurs mesures. On a parlé des choses que j'avais mises en place pour l'accessibilité, mais il y a eu aussi des mesures qui ont été mises en place pour la professionnalisation, pour l'accompagnement, pour le soutien à l'excellence sportive. Donc, plein de choses qui ont été mises en place, encore une fois, pour consolider ou solidifier le milieu, le secteur du sport, du loisir et du plein air. Merci pour le tableau. Je sais que ça monte, mais j'imagine que ça va commencer de baisser considérablement parce que vous avez vraiment mal géré les finances publiques du Québec. Puis nous avons des déficits historiques. Alors, continuez de vanter comment vous avez dépensé l'argent des contribuables. Mais je suis pas mal d'accord avec le député de Saint-Jérôme sur ces questions-là. Alors, est-ce que vous pouvez dire les groupes des sports, organisations sportives, les Coopers vont être quoi dans les prochaines années? Bon, je vous trouve très difficile à suivre, Monsieur le député de Jacques-Cartier. Vous venez de dire qu'il faut financer puis payer pour tout le monde pour le hockey, mais en même temps qu'il faut couper les dépenses puis arrêter de dépenser. Donc, je ne sais pas comment vous voulez qu'on fasse ça, là. Mais j'aimerais ça vous référer au budget où on a un budget qui est positif. Là. Je ne vois pas où vous voyez les coupures, là, mais sur 5 ans, on a 271 millions d'argent neuf. Donc, ça, c'est plus d'argent qu'on avait dans les budgets. Donc, il n'y a pas de coupure. On a, en plus de ça, annoncé un programme d'infrastructure de 300 millions. Donc, depuis qu'on est en poste, là, ça fait 1,16 milliard en infrastructures qui ont été mis. On a-tu un beau petit tableau là-dessus? Les investissements en infrastructures sportives du temps des libéraux, ça, c'est vous, dans le temps, là. Donc, 250 millions dans une portion équivalente, là, 7 ans, 250 millions. Nous autres, on est rendu à 1,1 milliard d'infrastructures sportives, puis on n'arrête pas parce qu'on a encore un 300 millions qui arrive. Donc, moi, je suis très satisfaite du budget. Non seulement on n'a pas de coupure, on maintient nos programmes, puis en plus, bien, on a de l'argent neuf, donc 271 millions sur 5 ans. Oui, Madame la ministre, merci pour la réponse et vos tableaux. Moi, je me pensais à 7 millions de dollars qui étaient donnés à des Los Angeles Kings, qui est mieux servi peut-être à aller nos enfants. Peut-être mieux à aider des enfants à jouer au hockey. Mais vous avez accordé ça à une équipe gérée par un millionnaire d'air qui vient ici à Québec pour jouer 2 matchs de hockey. Alors, avec vos leçons que vous aimez donner à les autres, moi, je garde une petite gêne si j'étais vous, Madame la ministre, parce que ça, c'était une honte nationale, qu'est-ce que vous avez fait. Et quand même, Madame la ministre, merci pour le tableau. Il y a 300 millions de dollars qui sont mis de l'avant. Si je comprends bien, il impose pour l'année qui s'en vient. Et encore, une chose avec votre gouvernement, beaucoup des annonces dans l'infrastructure à des projets qui arrivent jamais. Comment la population peut avoir confiance envers vous quand des annonces sont faites puis rien faire de suivi? Et je sais que le député à côté de moi a un bon projet dans son comté. Il parlait de cet exemple-là, mais moi, je ne suis pas moins confiant, Madame la ministre, que ça va arriver vos annonces. Bien, en fait, je ne sais pas par où prendre la question parce qu'il y a plusieurs éléments qui ne sont pas tout à fait véridiques dans ce qui a été nommé. Première chose, c'est qu'il faut comprendre que des appels de projets pour des infrastructures sportives, parce que ce n'est pas des infrastructures qui appartiennent au gouvernement, là, ça, il faut le spécifier. Donc, un appel de projet, l'appel de projet se fait, puis là, les sommes sont consenties une fois que le projet est en réalisation. Là. Donc, une fois, là, on va avoir, là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de somme prévue dans le PQI cette année pour le 300 millions, parce que là, on va faire l'appel de projet, on va faire l'analyse des projets. Donc, cette année... Pardon? 20 secondes. 20 secondes. Donc, il y a bel et bien un appel de projet de 300 millions. Et la réalisation des projets, ça appartient aux municipalités, ça appartient aux organismes qui ont déposé le projet. Et moi, j'ai inauguré plein d'infrastructures. Fait que je ne sais pas où le député de Jacques-Cartier était dans les dernières années, mais j'ai inauguré des infrastructures sportives. Alors, nous allons maintenant du côté de la deuxième opposition et je donne la parole au député de Rosemont pour 11 minutes 37. Merci, Monsieur le Président. Collègues, Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Rapidement, là, le PILS, j'essaie de retrouver la nomination et de qui s'agit-il. Là, je n'ai pas le temps de chercher. De qui s'agit-il? C'est le 7 juin qui sera nommé. Ah, le prochain est 7 juin.
Il rentre en fonction, puis là, avec les règles et tout ça, d'octroi, puis... il va être nommé dans les prochaines semaines, mais il ne pouvait pas être nommé trop préalablement à la date d'entrée en fonction. Son entrée en fonction est le 7 juin. Mais au-delà de ça, il y a un SMA qui a été nommé en janvier, un sous-ministre adjoint, qui est à l'implantation de toute l'organisation, mais il va être en fonction le 7 juin. Le nom pour les initiés, les non-initiés, le PILS, c'est le protecteur de l'intégrité dans les loisirs et les sports. Voilà, oui. Pour les gens qui nous suivent, est-ce qu'on connaît son identité ou pas? Pas encore. Il n'est pas nommé encore. Il n'est pas nominé encore. OK. Il faut que ça passe au Conseil des ministres. Puis c'est ça. Ça va être, c'est dans les prochaines semaines, mais son entrée en fonction va être le 7 juin. Très bien. On lui souhaitera bonne chance à ce moment-là, puis on l'accueillera à ce moment-là, puisqu'on a travaillé sur ce projet de loi-là. Madame la ministre, je vous amène ailleurs complètement. Vous savez comme moi qu'il y a un homme de 46 ans qui est mort dans une compétition d'entraînement fonctionnel à Québec il y a quelque temps. Genre d'affaire qui ne devrait jamais arriver, d'autant qu'il n'y avait pas de service d'urgence sur place. C'était assez chaotique. Un homme de 46 ans qui fait du sport ne devrait pas mourir dans l'exercice de son sport, à moins d'une circonstance extraordinaire. Vous avez été quand même interpellé, puis il y a des associations comme l'Association des premiers répondants du Québec qui disent qu'on n'a pas, et je cite, là, au Québec, aucune norme stricte ou loi ne réglemente l'organisation médicale lors de grands événements sportifs. Est-ce que c'est vrai à ce point-là? Je ne suis pas assez familier avec ce dossier-là. Est-ce que c'est vrai à ce point? Moi, je connais plus la course à pied. J'en ai fait, j'en fais encore quelques-unes. Là. Il y a toujours un service. Là. Mais dans certains événements comme ça, où il y a 1500 personnes à Québec, il n'y a pas d'obligation d'avoir un service? En fait, ça, c'est pas une fédération, hein, le CrossFit, donc il n'est pas régi sous nous. Là. Nous, on a tous les protocoles de sécurité puis d'intégrité et tout ça, puis avec nos fédérations sportives. Peut-être juste une précision, il y avait des équipes de secouristes et tout ça, là, mais là, je sais qu'il va y avoir un rapport du coroner et tout, puis fait que les causes exactes du décès, mais il y avait des intervenants sur place, il y avait des paramédics aussi qui étaient là et tout. Donc, spécifiquement sur le cas, je ne peux pas le nommer. Mais au-delà de ça, là, les fédérations sportives ont des protocoles, puis ils ont dans les règlements de sécurité, il y a déjà c'est prévu qu'il y ait des gens, puis des secouristes et tout. De toute façon, vous dites les fédérations. Bon, donc, là, il y a quand même un niveau d'organisation, et c'est tant mieux, là, mais à peu près n'importe qui peut décider d'organiser un événement où il va y avoir 1500 personnes avec un service de santé et sécurité moyen, on va se le dire. Là. Ça, c'est pas couvert parce que c'est pas des fédérations. Bien, en fait, ça appartient à chaque organisation. Puis là, bon, on parle des gens qui sont dans une fédération quelconque là, ou une organisation quelconque. Ça appartient à l'organisateur de l'événement d'avoir un protocole de sécurité. Je pense que quelque part aussi, ben les participants connaissent leur fédération puis ils savent qu'est-ce que c'est que des événements qui sont encore là, Madame qui sont encadrés. Vous parlez d'une fédération encore là. C'est pas une fédération dans ce cas-ci. Ben, l'entité, l'organisme qui chapeaute le CrossFit. Ben, je vais poser ma question autrement. Ça vous inquiète pas? Moi, ça m'inquiète. Ben, c'est sûr que c'est ce qu'on veut, hein, que les milieux soient sécurisés, puis qu'ils soient sécuritaires, puis que les gens aient les ressources et tout ça, parce qu'on veut que les gens bougent, puis pour les bonnes raisons, puis qu'ils soient en santé. Maintenant, il y a certaines entités qui organisent du sport, puis, tu sais, je suis pas certaine que c'est le rôle du règlement du gouvernement de régir toutes ces organisations-là. Là. Tu sais, je pense qu'il y a quand même des gens qui l'organisent puis qui sont responsables. Puis de la même façon qu'un coureur va s'assurer... Mettons que vous allez faire, monsieur le député... Je ne vais pas vous interpeller, sinon je vais devoir vous couper à chaque fois. Fait qu'on perd du temps, s'il vous plaît. Respectez le temps de parole de chacun. OK. Je comprends, Mme la ministre, mais le gouvernement vend des permis pour toutes sortes d'affaires. Là. Moi, si je fais un party dans ma ruelle puis que je vends de l'alcool, ça me prend un permis de la RACJ. Là, quelqu'un peut organiser un événement avec 1500 personnes. Visiblement, la sécurité, la santé-sécurité était déficiente. Avec je m'excuse, j'ai pas compris la question, mais je me doute de ce que c'est. Ça aussi, ça gruge de mon temps, Mme la ministre.
Bien, c'est parce que je veux vous J'en ai répondre pas de la tant. meilleure façon possible. Si j'avais les questions d'avance, je pourrais vous répondre parfaitement sans gruger de votre temps. Le fameux projet de loi 45, là, où on vient insister sur les organismes qui sont non affiliés, bien, on vient couvrir ça. Donc, les organisations puis tout ça doivent avoir un protocole de sécurité. Puis donc, tu sais, on vient justement encadrer le milieu du sport du loisir et des organismes qui sont non affiliés, justement pour qu'il y ait des règlements de sécurité et tout ça. Donc, c'est la mise en place de tout ça. Mais bien sûr qu'il y a des préoccupations, puis je ne suis pas en train de dire que je m'en lave les mains, là. Mais c'est ça, on mange l'éléphant une bouche à la fois. OK. Je n'ai pas sous-entendu que vous en laviez les mains. Non, je sais. Je me suis auto-dit que oui. Je m'étonne un peu du free-for-all dans certains événements où n'importe qui organise n'importe quoi. Puis, enfin, moi, je trouve ça aberrant qu'il y ait du monde qui meurt dans des conditions de même. Là. Mais bon, on y reviendra. J'imagine qu'avec le rapport du coroner, vous aurez une base de travail. Ben oui, c'est sûr que, tu sais, on va regarder ce qu'il y en est, puis qu'est-ce qui a causé la mort et ça a été quoi la suite des développements, mais il y avait des secouristes sur place, il y avait des équipes d'urgence, puis on parlait, puis les ambulanciers sont arrivés dans un temps quand même, je pense que c'est une quinzaine de minutes, en tout cas. Bref, on va avoir plus d'informations, puis on pourra voir par la suite. OK. Autre sujet dont on avait discuté de façon périphérique au projet de loi 45, mais qui est resté en suspens. Et ça revient curieusement à chaque printemps, parce qu'on prépare l'été des enfants dans les camps. L'Association des camps du Québec s'était élevée contre le fait qu'il y a plein de camps qui ne sont pas régis. Et d'après eux, donc d'après l'Association des camps du Québec, on a identifié déjà 2130 organisations qui étaient non répertoriées ou non adhérentes à un des programmes de normes. On en a discuté, vous nous aviez dit à ce moment-là, c'est pas l'endroit ni le moment pour discuter de ça. Ça arrive souvent dans les projets de loi, j'accepte ça. Sauf que le problème se repose. Il va se reposer dans un an au printemps, puis le printemps d'après, puis le printemps si on fait rien. Où est-ce que vous en êtes dans la réflexion là-dessus, s'il y a réflexion? Oui, il y a des réflexions. D'ailleurs, j'ai mon collègue qui est juste là, qui travaille le dossier de très près. Donc, c'est officiellement son dossier comme adjoint gouvernemental. Il y a aussi 2 comités interministériels qui ont été mis en place avec les sous-ministres associés, adjoints, et un comité de professionnels, donc justement, mais c'est quand même un dossier qui est assez vaste. Il y a eu effectivement le grand recensement là, des camps, donc c'est un bon début pour savoir au moins à qui on a affaire puis à combien de camps on a affaire. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on est dedans. Puis on va vers quoi avec ce travail-là? Bien, c'est ça. C'est de voir quel genre de mécanisme qu'on peut mettre en place pour pouvoir s'assurer des règles. Mais il y a quand même déjà des affiliations là, avec l'Association des camps où il y a des règles qui sont en place puis qu'on s'assure d'avoir les normes puis le respect des normes. Donc, est-ce que c'est étendre l'affiliation à tous les camps avec l'Association des camps et tout ça? Et puis là, avec le projet de loi 45, il va y avoir la vérification des antécédents judiciaires aussi qui va sécuriser. Puis on est, comme je disais, là, c'est prématuré de dire c'est quoi la suite des choses. Mais selon vous, dans un monde idéal, les camps qui accueillent des enfants devraient être accrédités, surveillés, audités, comme ceux qui se conforment déjà à cette règle? Bien, c'est sûr que c'est dans le meilleur des mondes, oui. Il y aurait une forme d'accréditation, oui. OK. Il me reste peu de temps. Retour sur un sujet dont on avait parlé l'an dernier, l'utilisation de stéroïdes anabolisants à des fins esthétiques, notamment. Je n'ai pas le temps de refaire toute l'histoire pour les gens qui n'ont pas suivi, là, mais ça partait d'un documentaire que nous avions visionné. On avait même rencontré le réalisateur. Je voulais savoir, vous en êtes où dans la réflexion? Parce que vous m'aviez dit à ce moment-là qu'il y a une étude en cours d'élaboration à l'INSPQ. Je voulais savoir où est-ce qu'on en est.
Oui, bien ça appartient du côté de la santé, donc c'est pas sous mon égide. Tu sais, il y a une chose qui est... Puis on a eu la discussion, puis on en a reparlé même en dehors des canaux de l'Assemblée nationale. Tu sais, il y a eu une décision de Sport Québec conjointement avec le ministère dernièrement, je ne sais pas si vous avez été au fait, de Shop Santé qui voulait commanditer les Jeux du Québec. Shop Santé, c'est une boutique spécialisée en suppléments, puis pour la perte de poids, puis pour augmenter la performance et tout ça. Puis Sport Québec a demandé un avis du ministère, puis le ministère jugeait que c'était vraiment pas une bonne idée de donner une crédibilité et je pense que ça va dans le sens des discussions qu'on a, de faire en sorte justement de pas donner de la crédibilité à la prise de suppléments et tout ça. Donc, je pense que le message percole, mais il y a encore du travail à faire. Ça se fait au niveau de la santé, puis, mais là, pour le moment, j'ai pas d'avancement là, sur les travaux. OK. Merci. Comme mieux vous prévenir. Alors, nous allons maintenant du côté de la députée de Vaudreuil. Alors, c'est 44 secondes. Oui, 45, Monsieur le Président. Je vais faire ça vite. Le comté de Vaudreuil, bonjour Madame la ministre, bonjour à l'équipe. Le comté de Vaudreuil, c'est 7 municipalités, Vaudreuil-Soulanges, 2 comtés en explosion démographique. On a construit des nouvelles écoles secondaires. Un comté avec une situation particulière parce qu'il y a un aréna qui a fermé récemment, l'aréna Sainte-Anne-de-Bellevue, où pratiquer, entre autres, le sport-études. Depuis, bien, les élèves doivent faire 80 km, doivent se déplacer à Valleyfield pour pratiquer, entre autres, le sport-études. Les ligues de garage n'ont plus de glace. La ministre est au courant, j'en ai parlé. C'est un casse-tête pour les familles. La CAQ a adopté un projet de loi pour reconnaître le hockey. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour aider les maires à relancer un projet d'aréna? Oui. Bien, rapidement, on a une... On n'a plus de temps. C'est rapidement. 300 millions en infra. C'est très plate, mais on n'a pas de temps. Alors, peut-être donner la réponse par la suite. Là. Merci beaucoup. Oui. Nous retournons du côté de l'opposition officielle avec le député de Jacques-Cartier pour 17 minutes. Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup. Je vais reposer la même question que le député de Vaudreuil. Alors, je ne sais pas si, Madame la ministre, vous voulez compléter votre réponse à ma collègue. Oui, bien, c'est ça. On a, dans le dernier budget, une nouvelle enveloppe de 300 millions en infrastructure. Donc, il y aura un appel de projet incessamment. Puis, on invite évidemment tout le monde à déposer pour pouvoir jouir de ce financement-là. Puis, bon, effectivement, on s'est rencontrés puis on a discuté de ce projet-là. On a vu d'autres alternatives, peut-être avec IQ et tout ça, puis avec le MAM, qui s'avérait... Qui ne fonctionnaient pas. Là, c'est pas dans leur champ de pratique. Mais on se réjouit. Je pense qu'on peut être très, très, très heureux d'avoir eu une autre enveloppe de 300 millions dans le dernier budget. Il y a une urgence quand même pour le projet que ma collègue a posé une question là-dessus. Alors, j'espère que la ministre va mettre une focus là-dessus puis donner ça une priorité. Je complète peut-être l'intervention de ma collègue. Alors, merci beaucoup, Madame la ministre. En fait, je l'ai mentionné tantôt qu'il y a eu pour 2,7 milliards de demandes, puis 300 millions la dernière enveloppe. Donc, il y a urgence à bien des places. Puis là, je ne ferai pas de l'arrogance, mais il y avait quand même un petit tableau qui démontrait c'était quoi la hauteur des investissements en infrastructures sportives par le passé. Donc, évidemment, on a beaucoup de rattrapage à faire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est au rendez-vous, puis on a encore une enveloppe de 300 millions cette année. Merci beaucoup, Madame la ministre. J'ai une question pour vous et pour votre ministère. Pour le projet de loi 97, la loi visant principalement à moderniser le régime forestier, on sait que les nouvelles zones vont être proposées pour permettre des activités de récolte du bois dans les zones de conservation qui remettent en question la protection des aires naturelles. De plus, la planification des activités forestières serait transférée aux titulaires des licences. Ça réduit ainsi le rôle du gouvernement dans la gestion des forêts publiques. Ces changements pourraient avoir un impact sur la capacité de la CPAQ à remplir sa mission de conservation et de mise en valeur des parcs nationaux. Alors, une question, Madame la ministre, est-ce que la CPAQ a été consultée lors de l'élaboration de le projet de loi
97 et si oui, quelles recommandations a-t-il formulées? Oui. Bien, en fait, non seulement la CEPAC, mais aussi mon ministère a été consulté, puis on s'est assuré justement qu'il y aura une concertation, puis qu'il y aura une diffusion des informations, notamment pour garder les sentiers intacts, hein, parce que ça faisait partie des grandes préoccupations. On développe des beaux sentiers, puis on ne veut pas qu'ils soient découverts. Donc, c'est déjà prévu dans le projet de loi, puis on va s'assurer d'être cohérent dans... C'est là, les consultations, puis tout ça, puis on va être là. Puis là, il y a avec moi aussi les gens de la CEPAC et le PDG de la CEPAC, puis je ne sais pas s'il veut rajouter quelque chose. Très éloquent toujours dans ces discussions. Alors, je peux le laisser. Voulez-vous qu'il vous en parle ou d'autres choses? Non, c'est correct, correct, parler Madame de la la CEPAC. ministre. On peut entendre les gens qui sont avec nous aujourd'hui. Pas de trouble. Oui. Alors, monsieur, ça prend le consentement de la table. Ai-je le consentement? Alors, monsieur, voulez-vous nommer par votre titre et votre nom? Martin Soucy, président directeur général de la CEPAC. Merci. Pour répondre à votre question, en fait, dans les parcs nationaux, c'est des aires protégées de catégorie 2, donc il n'y aura aucun impact parce que le régime s'est exclu d'exploitation minière, forestière et tout ça. C'est dans le cas des réserves fauniques ou les aménagements forestiers avec la conservation de la faune. Vous savez, c'est des lieux de chasse et de pêche, donc il faut essayer de protéger, d'arriver à un équilibre pour avoir des habitats, notamment pour l'espèce emblème qui sont les orignaux au Québec. Donc, on a été non seulement consultés, on a pu avoir des discussions plus particulières avec les gens du ministère des Ressources naturelles. Ça s'est fait via notre cabinet. On est content des réponses qu'on a eues. On a saisi qu'on aurait effectivement un certain nombre de réserves fauniques où ça pourrait être plus problématique ou préoccupant, où il va y avoir de l'écoute pour qu'on puisse maintenir ces équilibres-là à l'égard à la fois de la pratique d'activité de plein air et également de la chasse et de la pêche. Merci beaucoup pour la réponse. Est-ce que vous avez évalué peut-être les impacts économiques de le projet de loi sur les activités créotouristiques et aussi notamment ce qui concerne l'attractivité des parcs pour les visiteurs? Est-ce que vous avez fait cette évaluation et peut-être déposé certaines recommandations au ministère des Ressources naturelles? Toujours en phase avec le régime forestier? Oui. Oui, bien, tout à fait. En fait, il va d'abord falloir que les zones soient identifiées puis qu'on puisse les croiser avec les territoires. Puis à ce moment-là, effectivement, on pourra transmettre ce type d'informations-là. Jusqu'à maintenant, c'est de réussir à avoir l'équilibre, préserver à la fois l'apport économique de la forêt, puis on comprend l'importance qu'il soit modernisé au Québec, et de l'autre côté aussi de maintenir les activités d'accessibilité en forêt, de mise en valeur du milieu et tout ça. Parfait. Merci beaucoup. Dans un autre dossier, Madame la ministre, quand même toujours en lien avec le CPAQ, on sait que la RCR, le Resorts of the Canadian Rockies, est dans l'actualité récemment. On sait qu'il y a des sommes qui ont été mises dans certains projets. Alors, juste une question, est-ce que le gouvernement est satisfait en décembre 2024 qu'un investissement de 50 millions par le MSA, alors que la Convention de 2008 prévoit seulement 150 millions de dollars financés sans aide publique? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça, d'accord avec ça? Est-ce que vous avez des réflexions là-dessus? En fait, j'ai beaucoup de réflexions là-dessus. Je suis quand même assez surprise que ce soit un député libéral qui me pose la question, parce qu'on se souvient qu'en 1994, le Parti libéral a cédé avec aucun droit de regard à RCR, le joyau qui est le Mont-Sainte-Anne. Alors, je vais vous dire à quel point ce deal-là est complètement irresponsable. C'est vraiment particulier de me faire poser la question. Maintenant, tranquillement, on arrive à mettre des conditions. En 2008, il y a eu une nouvelle convention qui a fait en sorte qu'on pouvait mettre certaines conditions sur l'exploitation, via la CEPAC. En 2021, voyant qu'il ne remplissait pas les conditions, il y a eu un recours juridique. Donc, il y a des choses qu'on met en place. Maintenant, encore une fois, là, on est comme pris avec un mauvais deal libéral, puis je le répète parce que je pense que vous n'écoutiez pas, là, mais un mauvais deal libéral en 1994 où on a cédé à RCR
la montagne du Mont-Sainte-Anne. Alors là, on est en train d'essayer de colmater tout ça, puis d'y aller avec les moyens qu'on a pour pouvoir faire en sorte que les Québécois, et pas juste les Québécois, mais le monde entier puisse bénéficier de ce joyau qui est extraordinaire pour le ski de fond, pour la randonnée, pour le vélo. Donc, je pense que des investissements sont nécessaires et c'est revendiqué par bien des gens. Et moi, je pense que le gouvernement qui veut investir dans ce projet-là, bien, c'est tout à fait louable, puis on va continuer de travailler le dossier pour faire en sorte qu'on puisse utiliser cette infrastructure-là qui est fantastique. Oui, Madame la ministre, je vous écoute. Et quand même, je veux juste bien comprendre, est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait que vous avez dépensé à peu près $1 million dans les frais juridiques, mais il reste presque pas de sous pour le CEPAC pour remettre à niveau le secteur est de Mont-Sainte-Anne? Encore une fois, je suis abasourdie, Monsieur le Président, mais de la question. Les libéraux ont fait un deal en 1994 ne prévoyant aucune mesure de contrôle, aucune mesure de standard de qualité, d'investissement. On est pogné avec ça, excusez mon français, on est pogné avec ça. On fait en sorte d'avoir une convention, on y va petit à petit pour faire en sorte d'avoir une pogne sur ce dossier-là pour faire en sorte que qu'il y ait des investissements, qu'il y ait des télésièges de qualité, qu'il y ait des standards de qualité qui soient déterminés. On est obligé d'aller devant les tribunaux parce que ça n'a jamais été prévu par les libéraux, puis là, on se fait reprocher de mettre de l'argent dans les tribunaux. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Oui, Madame la ministre, je sais que votre ligne d'attaquer les libéraux, c'est bien beau pour les caméras, mais ça dit absolument rien parce que vous êtes en pouvoir maintenant depuis presque 7 ans, alors c'est vous qui doivez prendre en charge des choses. Alors pourquoi le gouvernement est satisfait en décembre 2024, investissement de près de $50 millions. Encore, je répète les questions. Est-ce que vous êtes satisfait? Pourquoi vous ne prenez pas en charge ce dossier, Madame la ministre? J'ai énormément de misère à vous suivre. Là. Vous nous reprochez de ne pas mettre d'argent. Ensuite, vous nous reprochez de remettre de l'argent. Vous nous reprochez de mettre 2 millions pour un recours juridique. C'est clair pour le gouvernement qu'il faut donner à la population, à la région, mais à toute la population du Québec, accès à une infrastructure de qualité qui représente un joyau extraordinaire pour les activités sportives de plein air. Comme gouvernement, on est responsable, on veut mettre des investissements dans ce joyau-là et on se le fait reprocher. Alors, je ne comprends pas trop. Merci beaucoup. Madame la ministre, je veux parler maintenant d'un sujet, c'est encore l'obésité. On sait que il y a des chiffres préoccupants un petit peu qui sortent partout en Amérique du Nord, en Canada. Quand même au Québec, c'est un enjeu qui est soulevé souvent. Je sais que dans le budget pour le développement du sport et de loisirs, de l'activité physique et du plein d'air, il y a une variation, un recul des budgets d'environ 8,5 %. Pourquoi couper dans le financement du sport et de l'activité physique alors que votre gouvernement affirme vouloir miser sur la prévention pour améliorer la santé des Québécois? Oui, bien encore une fois, je répète, on ne coupe pas. Là. Je vous ai montré tantôt qu'on a 272 millions de dollars d'argent neuf sur 5 ans. On a 300 millions d'infrastructures, donc c'est bien clair. Là. Il y a peut-être une petite variation dans des budgets d'une année par rapport à l'autre parce qu'il y a des mesures. On se souvient du fameux 250 millions, là, le plan 2022-2027 pour la relance du sport après la pandémie. Donc, il y a certaines mesures qui ont pris fin. Il y en a d'autres qui étaient dégressives, comme par exemple le projet Circonflex, 40 millions, puis d'une année à l'autre, au début, il y avait des plus grosses sommes qui étaient investies, puis ensuite, c'était de façon dégressive. La même chose pour les sauveteurs. Donc, encore une fois, je répète que depuis que je suis en poste, ma grande préoccupation, c'est de faire bouger les jeunes de tous les horizons possibles, de favoriser l'accessibilité. C'est pour ça qu'on a mis en place
le parascolaire, les programmes particuliers, des infrastructures, la gratuité d'équipements sportifs avec Circonflex. Donc, plein de choses qui font en sorte de faire bouger les jeunes et les moins jeunes pour justement faire en sorte qu'il y ait moins de taux d'obésité. Madame la ministre, vous dites qu'il n'y a pas des coupeurs, mais en 2024-2025, le budget était 161,9 millions de dollars. Pour 2025-2026, le budget prévu, c'est 148,2 millions de dollars. Si ce n'est pas un coupeur, c'est quoi? C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Il y avait des mesures qui étaient dans le plan d'action 2022-2027 qui ont pris fin. Mais dans la progression puis dans les argents qui sont investis, notamment avec les infrastructures, on a 271 millions d'argent neuf sur 5 ans, 330 millions sur 6 ans. Donc, c'est plus d'argent dans le sport pour faire bouger les gens partout au Québec. Oui, mais juste en général, si on regarde le portrait, le budget pour plusieurs des choses, Équipe Québec, promotion de l'activité physique, promotion de loisirs, promotion du sport, société des établissements de plein d'air, CEPAC, soutien aux organismes multidisciplinaires, autres crédits de transfert. Quand je regarde chacune de ces éléments que je viens de noter, promotion de l'activité physique, on voit une diminution de 10,3 %. Pour la promotion de loisirs, c'est encore... Il n'y a presque aucun changement, une augmentation de seulement 0,5 %. Pour la promotion de sport, c'est moins 5,7 %. Pour CEPAC, c'est moins 3,5 %. Soutien aux organismes multidisciplinaires, c'est 8,8 %, une réduction. Alors, en général, on voit une baisse partout dans votre budget. On sait que des problèmes d'obésité, le fait qu'on a une société où des gens ne bougent pas assez. Madame la ministre, comment vous pouvez couper dans ces budgets? Est-ce que c'est plus une priorité d'attaquer la prévention et de s'assurer que nous avons une société en pleine forme et en santé? Bien, je vous ai exactement expliqué la raison de la baisse de financement. Il n'y a aucun programme qui a été coupé. Il n'y a aucun financement de programmes pour les fédérations, pour les initiatives et tout ça. Ce qui fait en sorte que le montant est diminué, c'était, par exemple, Circonflex, qui était 40,5 millions dans ce programme-là. C'était une mesure dégressive. Donc, la première année, il y avait des plus gros montants, puis par la suite, il y en avait moins. Il y avait des mesures aussi dans le plan d'action 22-27 qui sont venues à échéance. Il y avait pour les sauveteurs, la gratuité des sauveteurs, c'était une mesure dégressive. Donc, c'est ce qui explique que le montant est moins élevé cette année. Mais, je répète, 272 millions sur 5 ans d'argent neuf. C'est une augmentation. OK. Monsieur le Président, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de temps qui reste. Une question, Madame la ministre. Pour les données, pour avoir un portrait plus détaillé sur l'obésité, est-ce que le gouvernement a un plan de peut-être mieux étudier la situation, de recueillir plus des données, particulièrement en lien avec l'obésité infantile, pour peut-être mieux développer des politiques pour attaquer à ce problème dans notre société? Oui, bien, encore une fois, là, on travaille sur les saines habitudes de vie. Là, évidemment, le dossier d'obésité, c'est un dossier en santé. Ce n'est pas sous mon égide. Mais encore une fois, moi, je me concentre pour faire bouger les jeunes pour pouvoir contrer ce fléau. Merci beaucoup. Je n'ai pas plus de questions. 30 secondes. 30 secondes. Bien, j'espère, Madame la ministre, je sais que ce n'est pas votre responsabilité exclusivement, mais que le gouvernement commence à étudier la question d'avoir juste les meilleures données. Je ne pense pas que c'est une mauvaise chose pour notre société. Et merci beaucoup, Monsieur le Président et mes collègues, pour votre écoute aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le député Jacques Cartier. Nous allons maintenant du côté de la députée de Terrebonne pour 3 minutes 50. Merci, Monsieur le Président. Merci aux collègues. Je vais y aller rapidement. J'ai 3 minutes 50. Madame la ministre, vous venez d'en parler un petit peu. Vous êtes une grande sportive. On le reste toujours un peu. Vous êtes une grande sportive. Parlons quand même un peu plus de l'état des infrastructures sportives au Mont-Sainte-Anne. On a des gondoles qui menacent de tomber, des chalets décrépits quand ils ne sont pas carrément fermés. Un vrai bijou naturel qui est maltraité par une entreprise albertaine. Comme sportive ou ancienne sportive, est-ce que les infrastructures du Mont-Sainte-Anne vous rendent fière, Madame la ministre? Bien,
Peut-être une précision là, sur les gondoles. Il y a des rapports de sécurité, puis il y a eu un enjeu, puis ça a été réglé. Puis il y a eu un enjeu dans l'Ouest canadien, mais ça ne nous appartient pas. Mais nous, on a vraiment une vigie qui est faite avec la RBQ pour s'assurer de la sécurité. Alors ça, c'est important de le rappeler. Là. Ça ne tombera pas, puis... Quand même, les infrastructures laissent à désirer. Je vous parle des gondoles. Les gondoles sont sécuritaires. Maintenant, j'ai parlé quand même abondamment avec le député Jacques Cartier d'un petit peu l'évolution du dossier, puis sur lequel, malheureusement, avec lequel on a été pris à notre arrivée au pouvoir et de la façon qu'on veut amener ce projet-là à avoir des investissements. Donc, un investissement de 50 millions de la part du gouvernement, je pense que c'est quand même très important. Donc, on continue de travailler le dossier avec la CEPAC, entre autres, pour avoir des normes de qualité puis pour pouvoir avoir des infrastructures de qualité. Mais maintenant, c'est vous qui êtes la ministre des Sports. Là, vous êtes au courant que pendant que Resorts of the Canadian Rockies récoltent les profits de l'usage de la montagne en négligeant l'entretien, ce sont des bénévoles qui paient de leur poche pour l'entretien des sentiers. Vous savez ça? Vous êtes au courant de ça? Bien, en fait, on travaille avec, que ce soit pour le pourtour, avec la CEPAC, on a des investissements qui sont mis. Il y a une table de concertation aussi avec la CEPAC puis avec les différents organismes. Là. Il y a 12 organismes qui ont été rencontrés à date pour pouvoir avoir un plan d'harmonisation, pour faire en sorte que, justement, les sentiers soient développés, pour que s'assurer de la qualité, des normes de qualité et tout. Donc, on travaille sur le dossier, mais je rappelle qu'on a eu un leg assez particulier puis on est obligé de travailler avec. Mais maintenant, il y a des bénévoles qui achètent des motoneiges pour entretenir la montagne. Vous faites partie de ce gouvernement. Vous donnez 50 millions sur un plateau d'argent à RCR alors que ça fait 30 ans que ça va mal au Mont-Sainte-Anne. Est-ce que vous trouvez que c'est un 50 millions bien investi? Bien, là, en fait, je pense que vous mélangez deux dossiers, là, parce que le 50 millions, c'est sur la montagne. Les bénévoles, ils travaillent sur le pourtour. Donc, ça, c'est un autre dossier complet. Ensemble de l'œuvre? Non, c'est deux choses complètement différentes parce qu'on a une emprise sur le pourtour, parce qu'on a réussi à avoir une convention. 50 millions, est-ce bien investi? Bien, vous voulez qu'on ait des infrastructures de qualité, des gondoles de qualité, des chalets de qualité. Donc, je pense qu'un investissement pour ce joyau du Québec est important. Encore une fois, on est en discussion pour le pourtour avec les différents acteurs intervenants du milieu pour s'assurer des normes de qualité puis de bien investir justement l'argent puis de répondre aux besoins de la population. Maintenant, sur le dossier de la montagne, on a besoin d'énormément d'investissements. Je pense que le gouvernement qui soit là, qui soit au rendez-vous pour faire en sorte, encore une fois, d'avoir des infrastructures de qualité, je pense que c'est un bon investissement. Dans l'écosystème sportif, j'ai l'impression, et là je connais ça moins que vous, que les infrastructures municipales et scolaires sont vraiment capitales pour la promotion et la pratique du sport. Est-ce que vous êtes de cet avis? Absolument. Puis c'est la raison pour laquelle on a 1,16 milliard d'investis depuis qu'on est en poste pour des infrastructures. Le gouvernement a pourtant aboli des compensations versées aux centres de services scolaires pour la mise à disposition de leurs installations à des fins récréatives municipales via des ententes comme l'entente Réflexe Montréal. Comment vous définissez votre rôle là-dedans? Il n'y a plus de temps, malheureusement. Alors, nous allons maintenant du côté ministériel. Les députés ont 6 minutes 28. Député Jacquière? Oui. Alors, allez-y. Merci beaucoup, M. le Président, Mme la ministre, toute votre dynamique équipe. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Mme la ministre, moi aussi, mon temps est limité, je vais aller rapidement. Je pensais qu'on en parlait un petit peu plus aujourd'hui, mais je vais l'aborder. Circonflexe, 40,7 millions sur 5 ans, confiés au URLS. Puis Circonflexe, c'est important de le mentionner. Là, je résume ça quand j'en parle aux gens. Circonflexe, c'est... Grosso modo, pour moi, ça veut dire qu'il n'y a plus de raison d'être sur la ligne de côté. Je rêve de jouer au baseball, mais je n'ai pas gants de baseball. Circonflexe, le programme peut nous aider. Je rêve d'embarquer sur le terrain de soccer, mais je n'ai pas le ballon de soccer. Circonflexe, par le point de service, l'unité mobile, les casiers, vient donner ce matériel-là. Alors, ça fait bouger les Québécois et les Québécoises de manière universelle. J'ai eu la chance d'aller voir à la baie de Beauport. Vous avez été avec moi dans ma circonscription au Patro, dans le Bas-Saguenay, dans la région de Port-Neuf. Circonflexe, c'est un outil incroyable qu'il faut parler davantage. Je fais une parenthèse en 10 secondes. Au même moment, avec l'ensemble des partis politiques qui sont devant moi, je suis également délégué sur la commission de l'impact des écrans chez les jeunes. On veut tous que nos jeunes diminuent d'utiliser l'outil qui s'appelle le cellulaire, mais les chercheurs, le scientifique, le milieu scolaire nous disaient qu'il faut y aller vers des incitatifs pour lâcher le cellulaire.
Et puis, je pense que Circonflex est un outil pour dire, bien, je le dépose, et puis, que je sois à la CEPAC, que je sois dans ma cour d'école, je vais aller chercher le ballon. Alors, je pense qu'on est carrément dedans. Madame la ministre, en juin dernier, vous l'avez lancé officiellement, Circonflex, avec le prêt pour bouger. Où en sommes-nous à quasiment 1 an là, de l'implantation? Oui. Bien, merci, Monsieur le député, de parler de Circonflex parce que c'est effectivement une initiative extrêmement porteuse. Puis j'invite tous les gens à aller voir là, les différents points de service. À date, là, il y a 480 points de service. Vous avez parlé, il y a des points de service fixes, il y a des unités mobiles, puis il y a des casiers aussi où on peut aller chercher du matériel. Donc, vous avez parlé de la limitation financière pour des gens là, qui n'ont pas accès à avoir de l'équipement sportif. Mais là où ça devient aussi très intéressant, c'est que l'activité spontanée, tu sais, c'est pas toujours planifié. Hein? On s'en va au parc, puis là, on est là, puis on a une petite demi-heure à tuer, puis hey, si j'avais un ballon, je pourrais effectivement, tu sais, me faire des bottées avec, avec ma sœur. On faisait ça quand on était jeune. Donc, ça vient favoriser justement des activités spontanées. On est en visite quelque part, on n'a pas besoin de trimballer tout notre kit, puis on peut avoir accès à de l'équipement partout. On peut aussi essayer une nouvelle activité. Puis ça aussi, ça va faire en sorte de développer peut-être un goût pour une activité que, tu sais, tu t'équipes pas pour essayer du paddleboard, par exemple. Bien, ça fait partie de l'offre de service de Circonflex. Donc, tu y prends goût, tu développes un intérêt. Donc, toutes des choses qui font en sorte, justement, d'enlever les freins pour pouvoir avoir des gens qui sont plus en santé puis qui bougent davantage. Fait, Madame la ministre, dans votre... Ah, puis je m'excuse, mais j'ai d'autres choses. Il y a 17 500 équipements répertoriés, 35 000 prêts qui ont été faits depuis le mois de juin. Alors, ça marche, puis les gens l'utilisent, mais évidemment, on invite tout le monde à savoir où sont les points de service. Bravo. La ministre du Sport, Loisirs, plein air, Sport, vous êtes en action, Loisirs, bravo, le PL45 le 7 juin qui va s'implanter. Mais il y a un petit mot qui s'est rajouté en 2022, plein air, vous êtes responsable de la CEPAC. Je veux y aller rapidement, mais je suis un passionné de rendre accès la nature au Québec. Et oui, le développement de l'offre, je vois les gens de la CEPAC à ma droite, mais aussi toute la promotion du plein air. De manière très laser, Madame la ministre, qu'est-ce que vous faites pour faire bouger le plein air au Québec? Bien, on a, évidemment, on a un joyau aussi qui est la CEPAC, puis on travaille très bien pour faire en sorte, justement, d'augmenter l'accessibilité. Donc, il y a différentes mesures qui ont été mises en place, notamment la réduction de la carte annuelle de la CEPAC. On a eu des gratuités aussi. La première année, deux journées par semaine pendant un certain nombre de semaines. Puis la deuxième année, 3 journées, qui a fait en sorte là, qu'il y a eu genre 75 000 visites supplémentaires. Donc, encore une fois, c'est une façon de goûter à la CEPAC puis de l'adopter. Ensuite, il y a eu aussi du prêt d'équipement dans les semaines de relâche l'année dernière. Donc, justement, encore une fois, pour pouvoir favoriser l'accès. Il y a eu aussi de l'accès gratuit via des organismes communautaires. Donc, les directeurs de parcs identifiaient des organismes communautaires, donnaient accès à ces organismes-là. Donc, encore une fois, une belle façon. Puis là, il va y avoir du transport qui est organisé, puis tout ça. Donc, c'était vraiment une belle mesure. On a eu aussi une belle initiative avec des nouveaux arrivants au Parc des îles de Boucherville. Donc, ça aussi, pour leur faire goûter c'est quoi les joies du camping. Donc, ça aussi, ça a été vraiment une super mesure. Bon, évidemment, tous les investissements qu'on met dans les parcs pour faire en sorte que l'expérience client soit favorisée. Puis, le plein air, on veut le développer. Est-ce qu'il me reste du temps pour une petite dernière, M. le Président? 20 secondes. 20 secondes. Sanction du PL45, entrée 7 juin. C'est quoi l'amélioration du PIL, ce qu'on va voir à partir du 7 juin, Mme la ministre? Oui, bien, c'est sûr que c'était une recommandation de plusieurs instances. Évidemment, on vient renforcer le secteur du sport, du loisir, le loisir qui est maintenant intégré. On vient chercher aussi les organismes qui sont non affiliés. Merci beaucoup. Alors,
Le temps est déjà écoulé. Le temps du volet sport, loisirs, plein air, des crédits budgétaires du portefeuille éducation est écoulé. Alors, il me reste à mettre aux voix le programme 5 intitulé « Développement du sport, loisirs et de l'activité physique du plein air » est-il adopté? Adopté. Subdivision. Alors, en terminant, je dépose les réponses aux demandes et renseignements des oppositions. Donc, compte tenu de l'heure, la commission ajourne ses travaux à demain, mercredi 30 avril, 15 h, où elle entreprendra l'étude du volet habitation des crédits budgétaires du portefeuille affaires municipales et habitation. Bonne fin d'après-midi, tout le monde.